Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette émission Stop Racisme de Choc FM 105.1 depuis Toronto. L'émission est rendue possible en partie grâce au gouvernement du Canada. Et aujourd'hui, nous avons la grande opportunité de rencontrer une nouvelle personne, Wolner Osna. Il nous vient de l'Université d'Ottawa, originaire d'Haïti. Wolner Osna est impliqué dans des activités associatives. Il est un leader d'association, mais aussi sur le plan scientifique, il est très dynamique. Je ne vais pas le présenter de manière exhaustive. Je préfère lui passer la parole. Bonjour, Monsieur Wolner, et bienvenue à cette émission. Bonjour Richard, je vous remercie de m'avoir invité à participer à cette émission, à donner mon avis sur une question très brûlante et tant du point de vue mondial que national au Canada et au Québec. Donc moi, je suis Walner comme Osna, comme vous l'avez dit. Je fais un doctorat actuellement en sociologie et mes intérêts de recherche portent sur les questions de mouvements sociaux, souveraineté alimentaire, méga-projets, tourisme. Et ce sont des thématiques et des recherches sur lesquelles je travaille. Et je suis aussi une personne très impliquée, je dirais. Je suis un étudiant militant, donc j'étudie en même temps, je milite par rapport à mes convictions et politique sur la nécessité et l'urgence d'une transformation sociale pour un monde meilleur, un autre monde où tous les mondes sont possibles. Ouais. Donc, c'est ça, je suis membre d'une coalition haïtienne au Canada et je fais partie de cette coalition qui s'appelle Coalition haïtienne au Canada contre la dictature en Haïti. J'ai été président de l'association des étudiants et étudiantes de cycle supérieur en sociologie et en anthropologie de la faculté des sciences sociales de l'Université d'Ottawa. Et je continue à m'impliquer soit par des publications ou par des implications dans des activités de militance pour lutter, participer à la construction d'un monde meilleur. Donc voilà, c'est ça, Walner Osna, c'est un étudiant et un apprenti chercheur et aussi un militant qui croit dans la construction d'un monde basé sur la justice sociale, l'équité, où toutes les personnes vivent dans une situation de dignité humaine. Voilà qui est bien dit. Merci, Monsieur Wolner Osna, avec un bagage bien plein de responsabilité, d'engagement, de détermination, et comme vous l'avez si bien dit, pour faire du monde un milieu meilleur, pour faire de cet univers un lieu plus habitable pour nous tous. Donc, merci beaucoup et nous apprécions tout votre dynamisme, votre engagement. Je voudrais juste embrayer, justement, parlant du cas spécifique du Canada. Il a été question dans plusieurs endroits de débats souvent houleux, souvent passionnés au sujet du terme racisme systémique. Euh, Qu'est-ce que vous entendez par là? Quelle est votre compréhension de ce terme? Est-ce que le racisme systémique existe au Canada, selon votre expérience? Ok, merci. Et d'abord, il faut d'abord essayer de comprendre ce qu'est le racisme en tant que tel. Et quand on parle de racisme, et selon la perspective que je m'inscris, je prends le racisme comme une forme de hiérarchisation, de classification sociale qui distingue des individus, qui distingue des groupes, des sociétés, des ethnies, en fonction d'une série de critères définis par les groupes, les classes et les classes dominantes. Donc, c'est une forme de rapport social dans lequel des individus, des groupes, des classes ou des sociétés sont catégorisés
Mhm. comme inférieurs et d'autres comme supérieurs. Et ce modèle de rapport social-là a été construit sur le long. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est intimement lié à la construction du système capitaliste. Donc, on peut remonter à la période, aux périodes coloniales esclavagistes, d'où a pris effectivement corps, a pris naissance cette forme d'organisation sociale, cette forme de rapport social et entre les sociétés et à l'intérieur des sociétés. Donc, on a pu comprendre tout à l'heure ce qu'il y a avec la question de la traite négrière, où on a considéré certaines catégories de personnes comme naturellement inférieures et donc sont condamnées à travailler pour l'enrichissement d'autres. Donc, il y a ça historiquement. Donc, historiquement, on peut situer, selon certains chercheurs, certains auteurs, et notamment des coloniaux, la construction du racisme au XVe siècle, mais c'est le racisme comme forme de classification et de hiérarchisation sociale qui fait de l'un ou de certains individus et groupes des personnes, entre guillemets, supérieures et d'autres inférieures. Du coup, cette forme de structuration sociale, forme de rapport social et de rapport de pouvoir également, est intimement lié à un système qui se construit et qui est consubstantiellement lié à ce modèle d'organisation politique, sociale et économique du monde. Donc, c'est le système capitaliste. Donc, c'est ainsi que le racisme systémique en tant que concept prend son sens, puisque ça renvoie à un modèle de rapport social, une forme de rapport de pouvoir qui n'est pas quelque chose d'éphémère ou d'isolé. Donc, ça inscrit dans un cadre plus global le système sociétal et mondial qui fait que sa manifestation est non seulement d'ordre individuel, structurel et institutionnel, politique, économique. Il s'inscrit dans diverses sphères de la société, dans diverses sphères d'activité sociale. Du coup, on parle de racisme systémique. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est ancré dans un système beaucoup plus global que les rapports sociaux individuels. Donc, c'est quelque chose et on vit dans un monde et où les rapports sociaux, les rapports de pouvoir se tissent encore sur des hiérarchisations et des rapports de domination, d'exploitation et des discriminations. Et donc, c'est ainsi qu'on parle du racisme systémique. Alors, en ce sens, on peut dire que il n'y a pas de société qui est exempt de ce modèle de racisme. Bien entendu, ça peut manifester de différentes manières selon la société, selon la réalité historique des sociétés. Mais le Canada, comme une société qui s'inscrit dans le système moderne colonial capitaliste, n'est pas exempt du racisme systémique. Merci beaucoup. Si nous comprenions bien, le caractère systémique du racisme est euh, totalement lié, intrinsèquement lié au modèle capitaliste lui-même. Ce n'est pas qu'une réalité du Canada, mais globale, qui concernerait tous les pays. Merci beaucoup. C'est très bien de le savoir. Justement, profitant d'une personne, de la présence d'une personne comme vous, venant de l'Université d'Ottawa, nous avons appris qu'il y avait un événement qui avait défrayé la chronique l'année dernière à travers le mot en haine. Comment est-ce que vous avez lu cette situation ou tout au moins si vous avez eu des expériences comme celle-là qui, d'une manière ou d'une autre, ont un relent de racisme? Comment est-ce que vous y prenez ou comment vous avez abordé cela? Ok. Effectivement, c'est une question que je suivais de près et en tant qu'étudiant noir, mais aussi en tant que président à l'époque
l'association et les étudiants de sociologie et d'anthropologie. Donc, c'est quelque chose, je dirais, de complexe, dans la mesure où moi, quand j'aborde cette question, j'essaie de voir, j'essaie de comprendre les différents enjeux qui sont en lutte et en discussion. Qu'est-ce que je peux dire? Par exemple, il y a cette question de bannissement ou d'interdiction du monnaie, par exemple, et dans l'espace universitaire pour éviter les questions de racisme, etc. Donc, moi, comme quelqu'un qui est foncièrement dans une dynamique de lutte antiraciste et antiraciste globale, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose seulement qui s'inscrit dans des rapports individuels, car je crois que les luttes antiracistes, à mon avis, doivent s'inscrire dans une dynamique anticapitaliste et anti-impérialiste également. Donc, aborder cette question-là, il y a plusieurs enjeux. D'abord, il y a, et bon, je veux d'abord souligner certaines positions. Il y a une position qui défend une certaine liberté académique, entre guillemets. À mon avis, il y a deux enjeux dans cette position. Il y a quelque part un enjeu où des gens veulent se donner la liberté au nom de l'académie pour cacher une forme de racisme qui est bien réelle dans les espaces sociaux, dans les universités. Il y a un autre enjeu qui est aussi, à mon avis, cette question de peur ou, d'une forme d'éviter un inconfort par rapport à des histoires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, il y a des gens qui ont vécu certaines choses par rapport aux mots, par rapport à d'autres personnes, qui se sentent dans l'inconfort dans une situation où quelqu'un prononce ce mot. Là, je fais référence à certaines personnes que moi, je connais qui sont certaines personnes noires qui ont été socialisées ici au Canada. Et malheureusement, tout leur vécu par rapport au monnaies reflète le racisme, reflète la discrimination. Donc, pour ces gens, il y a une tendance à avoir ce sentiment d'inconfort, ce sentiment d'être victime ou de se rappeler de quelque chose, d'un acte de racisme, de discrimination. Ils ont été victimes. Mais d'autre part, il y a aussi d'autres positionnements, d'autres enjeux par rapport à ça. L'autre enjeu, il y a un enjeu d'ordre, je dirais, épistémique et politique. Par exemple, c'est la possibilité d'invisibiliser une certaine histoire si on prend l'histoire mondiale, l'histoire globale du monde. Par exemple, c'est les Caribéens, les Caribéennes n'ont pas nécessairement une même expérience et une même histoire par rapport à ce phénomène-là. Donc, il y a divers enjeux, divers positionnements. Moi, ce que je pense dans un milieu universitaire, c'est l'aspect pédagogique. C'est un élément important pour aborder des enjeux qui suscitent et des émotions qui suscitent ou qui rappellent des situations de discrimination, de racisme. Par contre, je crois que pour moi, c'est une occasion de poser la question du racisme systémique en milieu universitaire de façon plus sérieuse et plus globale. Par exemple, il y a un enjeu à mon avis, qui est sous-évalué, ou du moins n'a pas été assez pris en compte dans les débats. On parle de racisme systémique en milieu universitaire, par exemple. Mais nous, comme étudiants noirs, étudiants racisés, combien de professeurs noirs
racisés qu'on a accès, par exemple, pour nous aider dans notre parcours et académique. C'est simple. Je peux prendre un exemple. Sur les quantités de professeurs qui ont habilité à accompagner les étudiants dans leur thèse, dans leur mémoire, dans leurs recherches, combien de noirs qu'il y a dans le milieu universitaire? Ça, c'est une question importante à soulever si on veut lutter effectivement contre le racisme systémique. Et c'est pareil pour dans le cas des autochtones, par exemple. On peut prendre le cas des autochtones en milieu universitaire ou dans le milieu des recherches en termes de représentativité par rapport à la population. Donc, ça, c'est un enjeu. C'est pour ça que je dis qu'il y a, d'une part, la nécessité de nuancer sur cette question, mais d'autre part, de poser le problème de façon plus radicale. Plus radicale dans la mesure où, en questionnant des enjeux, des réalités qui peuvent et qui probablement vont mettre en question des privilèges que certaines personnes blanches ont dans le système. Donc, si on lutte pour dans une perspective antiraciste, donc ces enjeux-là doivent être posés. Et d'autre part, ce n'est pas quelque chose qui se concentre au milieu universitaire. Donc, c'est quelle politique qu'il y a de façon globale sur la question du racisme et de l'antiracisme et dans la société canadienne et québécoise en général et dans le monde en général. Donc, c'est quelle université pour quelle société et quelle société pour quel monde. Donc, à mon avis, il doit y avoir une articulation entre la lutte qui se fait au niveau de l'espace universitaire et la lutte globale pour une société où toutes les catégories sociales, tous les groupes, toutes les ethnies peuvent vivre dignement en tant qu'humains, sans crainte de discrimination raciale. À mon avis, là, c'est un enjeu important à faire, à considérer. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il y a toute une série d'enjeux et d'intérêts qui sont qu'il faut prendre en compte dans une telle dynamique de lutte. Et c'est ainsi que moi, ma position a été, oui, il faut discuter de ces enjeux, il faut lutter contre le racisme, mais par contre, utiliser un mot alternatif, par exemple le mot en N, comme alternative, ne va pas résoudre, à mon avis, la question. Encore moins, je vais prendre un exemple simple. Je me rappelle avoir lu quelque part un article de journal où on fait référence à quelqu'un qui voit une personne ou un étudiant, je crois, et qui lui parle comme le mot en N. Au lieu de dire, et au lieu de lui traiter nègre, il utilise le mot en N. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'utilisation d'une expression comme le mot N ou des N-word ne va rien résoudre, selon moi. À mon avis, c'est de mener une lutte qui doit déboucher sur des actions concrètes pour éradiquer le racisme systémique, pour éradiquer le racisme comme forme de domination, de hiérarchisation, de classification sociale dans les universités, dans les sociétés, et celles doivent être articulées avec une lutte plus globale contre le système capitaliste qui est, à mon avis, la matrice productrice du racisme. Donc, si on ne détruit pas la matrice qui produit le racisme, donc on peut toujours essayer de la question dans un niveau micro, et là, ça ne va pas résoudre de façon globale. Donc, il y a une articulation à faire entre le niveau micro, méso et maso pour que finalement, on arrive petit à petit à construire un monde, comme je viens de le dire, un monde meilleur, un monde où les gens vivent dignement et sans crainte de discrimination raciale ou de toute autre forme de discrimination, puisque le racisme est aussi lié à d'autres formes de domination et d'exploitation, qui fait que, par exemple,
une personne racisée a beaucoup moins de pouvoir et de ressources dans la société. Donc, l'accessibilité aux ressources disponibles dans les sociétés, ça, c'est une question qui est aussi liée au racisme. Donc, la question de classe doit être posée. Les rapports sociaux de classe doivent être posés. La question de genre doit être posée, puisque une femme noire, une femme racisée, dans la hiérarchisation sociale de façon générale, n'est pas perçue ou n'a pas le même privilège qu'une femme blanche, par exemple. Donc, c'est un débat important et Mhm. complexe qu'il faut prendre dans toute sa complexité pour ne pas réduire la lutte à cette question émotionnelle, individuelle, même si on ne doit pas ignorer ces enjeux. Très intéressant. Justement, peut-être qu'on peut sortir par là. Quelles seraient ces actions concrètes que vous invoquez pour mettre fin ou tout au moins euh, pour réduire le racisme de manière que ce soit locale ici au Canada ou globale? OK. Donc là, je pense que d'abord, j'allais dire que ce que je vais proposer, ce sont des perspectives, des propositions. Ce ne sont pas je dirais, des recettes ou des choses que ce sont les seules possibles et imaginables en termes de solutions. Je crois d'abord, comme on parlait tout à l'heure de milieu universitaire, je crois d'abord, à mon avis, il serait important de créer un cadre universitaire où les personnes racisées se sentent en sécurité. Et créer ce cadre renvoie aussi à une question importante. Moi, comme étudiant racisé, qui est dans un programme de doctorat ou de maîtrise en tel programme, est-ce que, par exemple, je peux avoir le choix de décider entre une personne racisée ou une personne non racisée ou une personne blanche comme directeur, comme directrice de thèse ou de mémoire, par exemple. Ça, c'est un enjeu. C'est un enjeu. Par exemple, sur l'ensemble des cours que je vais suivre, est-ce que j'ai la possibilité d'avoir des professeurs racisés qui enseignent à l'université? Par exemple, est-ce que sur le long, les étudiants racisés, les professeurs racisés vont se sentir effectivement dans une ambiance où la question du racisme est derrière eux et derrière elles. Et là, ça demande de repenser même l'université. Parce que là, un autre enjeu est en ligne de compte. C'est comment produire les savoirs à l'université. Quel type de savoir qu'on met en valeur à l'université. Donc, il y a tous ces enjeux qu'il faut prendre en compte. Donc, je dirais, d'une part, il y a une démarche de repenser l'université comme espace qui reçoit une diversité de personnes, une diversité de gens d'origine ethnique ou de race ou de classe différentes. Donc, ça, c'est créer vraiment l'ambiance et je dirais, une ambiance, je dirais, d'unité dans la diversité. Ça, c'est un premier aspect. Mais poser ce problème doit renvoyer à quelle politique qu'il y a en matière d'antiracisme. Par exemple, quand je parle de politique en matière d'antiracisme, ça renvoie également à la politique pénale, à la politique en termes de justice. Lorsque quelqu'un est victime de racisme,
c'est comment aborder, comment traiter ce problème. Parce que si les personnes qui sont victimes de racisme se sentent dans une situation où après il n'y a pas de justice qui se fait, donc là encore, ça ne va pas participer à la construction d'une société où le racisme je dirais, est secondaire, entre guillemets. Donc ça, c'est un premier élément. C'est la politique antiraciste. Et ça, c'est non seulement au niveau universitaire, mais aussi au niveau gouvernemental. C'est ça, c'est parce qu'il y a, comme je l'ai dit, il y a toujours cette articulation à faire entre l'espace universitaire comme un espace social, mais aussi quelles politiques gouvernementales qu'il y a en place. D'autre part, il y a une autre question importante pour moi, c'est les personnes racisées. Nous devons nous organiser. Nous organiser, pas seulement pour revendiquer notre intégration, parce qu'il y a cette approche, je dirais, un peu même hégémonique dans la lutte antiraciste. Je dirais une approche intégrationniste. Nous luttons contre l'antiracisme, nous luttons contre le racisme et de préférence, mais c'est pour chercher à nous intégrer dans la société ou dans les institutions qui produisent même le racisme. Donc, c'est ça. Oui, nous avons notre place dans ces espaces, dans ces institutions. Nous avons notre espace puisque nous avons nous répondons aux exigences requises par ces instances, par ces institutions. Mais nous devons lutter pour que ce n'est pas sur une base de dire que, OK, comme on essaie de lutter contre le racisme, on va laisser 2-3 places disponibles pour des personnes racisées. Non, il faut arriver à un certain moment où, par exemple, on dit que, je ne sais pas, et ça, c'est un concours, par exemple, je prends un exemple, comme ça, c'est un concours, et on va sélectionner les meilleurs, quelles que soient les origines, quelles que soient et la personne est noire ou racisée, est asiatique ou est blanche ou autre. Ça, c'est important. Parce que la question de l'inclusion parle beaucoup, mais souvent, c'est une inclusion dans une démarche intégrationniste qui ne remet pas en question le système social et politique qui produit le racisme. Donc, l'organisation des personnes racisées est un enjeu fondamental, puisque tous les acquis sociaux, politiques et économiques que les catégories dominées dans le monde ont eu, c'était le résultat des luttes sociales et politiques. On ne va rien nous donner. Donc là, la question de l'organisation des personnes racisées, la question de lutte et sur cet aspect est important et je suis très optimiste puisque on peut observer ces dernières années, surtout après la question de George Floyd aux États-Unis, il y avait vraiment une remontée de cette question, je dirais la conscientisation, à mon avis, est beaucoup plus grande sur ces questions-là. Donc, la nécessité de nous organiser, pas seulement dans une démarche d'intégration, d'inclusion, mais dans une démarche de démanteler le système social et politique qui produit le racisme comme forme de rapport social. Et donc, c'est ce rapport social-là qu'il faut changer, qu'il faut éradiquer. Oui, je le répète, oui, nous avons nos places. Nous avons nos places et parce que nous avons travaillé pour ça. Mais il ne suffit pas d'être intégré.
Parce que l'intégration ne va pas arrêter le racisme. Donc, c'est ça, il y a tout un élément. Et là, il y a un autre aspect, c'est la question de l'éducation. Je pense que c'est quelque chose qui doit aussi commencer au plus bas niveau de l'éducation, dans les familles, dans les écoles. C'est des exercices ou des modules sur la question du racisme et de l'antiracisme afin de permettre aux gens aux jeunes et aux enfants de mieux comprendre de plus en plus l'importance et la nécessité d'éradiquer le racisme. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup de domaines, beaucoup d'aspects qu'il faut prendre en compte. Mais je mets l'accent sur cette question, non seulement de l'éducation, mais aussi d'organisation des communautés racisées et d'inscrire les luttes antiracistes dans une dynamique beaucoup plus globale de notre espace micro ou de la société. Donc, de comprendre que le racisme est consubstantiel au capitalisme. Donc, lutter contre le racisme devrait prendre en compte la lutte anticapitaliste. Donc, je dirais, grosso modo, ce sont certaines idées que je pourrais partager en ce sens. Et aussi, je pourrais terminer avec l'idée que c'est d'apprendre des autres expériences de lutte. Par exemple, des expériences des peuples autochtones. Et par exemple, ici au Canada, l'histoire des résistances des peuples autochtones, c'est quelque chose qui peut nous inspirer, qui peut nous aider dans cette construction, dans cette lutte et vers une société hors du racisme. L'expérience des peuples autochtones dans certaines sociétés en Amérique latine ou dans certaines sociétés en Afrique, l'expérience de la révolution haïtienne, par exemple, comme l'une l'une des révolutions la plus radicales et qui est arrivée à questionner le fondement même sur lequel se construit le capitalisme qui est le racisme. Donc, il y a un ensemble d'expériences, un ensemble de savoirs, un ensemble de modèles d'organisation sociale qui se construit en dehors du cadre global et colonial du système moderne colonial capitaliste, donc qui peut nous inspirer, qui peut nous servir en termes de modèles pour construire et je dirais façonner un autre monde où les gens vivent dignement, sans crainte de discrimination raciale, ou quelle que soit la forme de discrimination et de domination subie dans la société. Merci beaucoup, Monsieur Wallner Osna. C'est avec beaucoup de gratitude que nous avons écouté votre analyse de la réalité du racisme, tant sur le plan local que global, ainsi que les recettes que vous avez données, tout en passant par la malheureuse situation à l'Université d'Ottawa en 2021. Donc, merci beaucoup pour votre temps et merci aussi à nos téléspectateurs ainsi qu'à nos auditeurs pour avoir suivi cette émission. C'était pour vous l'émission Stop Racisme depuis Ottawa dans le cadre du programme soutenu par le gouvernement du Canada sur la chaîne Choc FM 105.1. Merci beaucoup à tous et à tous et nous nous reverrons prochainement avec un nouvel invité et un nouveau thème. Merci. Merci, ça a été un plaisir. Plaisir est partagé.